Salam alaikum Zulflaoun, bonsoir. Entre recours abandonné et appel à la grâce de Abdelmajid Tebboune, le cas du journaliste français Christophe Glaise prend une tournure hautement politique. Sa situation médiatisée, soutenue à l'international, est désormais portée jusque dans les cercles du pouvoir. Contraste avec le silence qui entoure d'autres détenus. Car une question s'impose: pourquoi certains dossiers bénéficient-ils d'une telle visibilité et potentiellement de gestes de clémence, quand des journalistes algériens, eux, restent dans l'ombre? La récente visite de Ségolène Royal au centre pénitentiaire de Qli'a, dans des conditions pour le moins inhabituelles, n'a fait qu'amplifier ce sentiment de décalage. Images, communication, relais politique, tout semble réuni pour faire de cette affaire un symbole. Mais un symbole de quoi? D'une justice indépendante et sereine ou d'un système sensible aux pressions médiatiques et diplomatiques? Au moment où le chef de l'État met en avant l'histoire, la souveraineté et la profondeur institutionnelle de l'Algérie, la cohérence du traitement judiciaire devient une question centrale. Une justice forte est-elle celle qui s'adapte aux rapports de force ou celle qui applique les mêmes règles à tous, sans distinction de nationalité ou d'exposition médiatique? Au-delà du cas Glaise, c'est donc une interrogation plus large qui se pose. L'égalité devant la justice est-elle une réalité tangible ou un principe encore à concrétiser? Nous en débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Christophe Glaise retire son pourvoi en cassation et sollicite la grâce de Tebboune. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous ce soir Gamal Abina, expert en relations internationales, analyste politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Gamal Abina, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci Gamel. On a aussi, depuis Paris, Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached, qui est avec nous via Skype aussi. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik si Nazim. Merci pour l'invitation. Mes salutations à M. Abina, votre invité, et à tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Marhaba bik Nazim Taleb. Merci à vous deux. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant d'entrer dans le vif du sujet, donner la parole donc à nos invités. D'abord, quelques titres. Comme d'habitude, on va commencer avec le post qui a été publié par Ségolène Royal, la présidente donc de l'association France donc Algérie. Et elle a écrit donc sur ce post: soutien à Christophe Glaise grâce à l'accord du président de lui rendre visite lors du colloque sur Saint-Augustin et de lui apporter des livres en lien avec des formidables parents, Sylvie et Francis, auxquels je souhaite de tout mon cœur que la demande de grâce soit entendue. Donc, a publié sur Facebook donc Madame Ségolène Royal. Un autre titre, Radio des sans-voix, Royal Glaise, une visite exceptionnelle qui interroge les conditions de détention en Algérie. La présidente de l'association France-Algérie, Ségolène Royal, s'est rendue le 1er mai au centre pénitentiaire de Qli'a pour rencontrer le journaliste français Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison. Il s'agit de sa deuxième visite en 5 mois après un premier déplacement fin janvier. À l'issue de cette rencontre, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle française a publié sur les réseaux sociaux une photographie la montant debout aux côtés du détenu, souriant et tenant un ouvrage consacré à l'émir Abdelkader. L'image prise dans un bureau doté d'une fenêtre et de lambris en bois ne correspond pas aux conditions habituelles des parloirs en Algérie, où les visites se déroulent derrière une vitre et sans contact physique. Peut-on lire donc dans cet article qui a été publié sur le site du Radio des Sans-Voix.
Un autre titre, HuffPost, donc, le journaliste Christophe Glaise retire son pourvoi en cassation et s'en remet à la clémence de l'Algérie. Le journaliste collaborateur de SoFoot a été condamné à 7 ans de prison en Algérie. Et on termine avec ce titre d'agence Anadolu, l'agence turque, Histoire de l'Algérie. Le pape Léon XIV a mis fin au mythe de l'ancien colonisateur français selon Tebboune. Le chef de l'État algérien a rappelé des déclarations du souverain pontife qui avait déclaré que l'Algérie est ancrée dans l'histoire depuis Saint-Augustin et même bien avant lui. Voilà, donc quelques titres et on va écouter, avant de donner la parole à nos invités, dans ce clip, la dernière entrevue du chef de l'État, Majid Tebboune, accordée donc à la presse algérienne. Tebboune a déclaré donc que le pape est au courant de tout ce qui se passe en Algérie. On l'écoute. البابا لازم نعرف أنه في مستوى أعلى بكثير من بعض الأمور الدنيوية، وهذه ما بلغنيش رسائل خاصة، لأنه على دراية تامة ودقيقة بما يجري في الجزائر، وهذا اللي خلاني أنا شخصيا يعني مرتاح له كثير. البابا ماهوش ضروري تشرح له، راه رئيس دولة قبل كل شيء، ودولة امتدادها الديني راه في العالم القارات الخمس، إذا على باله بشيء البابا. Voilà, Tebboune qui a déclaré donc que le pape était très à l'aise, il connaît l'Algérie, le pape est au courant de ce qui se passe en Algérie. Mais aussi sur la question historique. On va écouter le chef de l'État. Tout d'abord, je remercie beaucoup au nom du peuple algérien, Kamel, au nom de l'État algérien, de cette visite. Je remercie Sa Sainteté d'avoir accepté l'invitation de visiter notre pays. Ça a permis, comme vous l'avez dit, dans votre question, de lever beaucoup d'équivoques, de replacer l'Algérie dans sa sphère naturelle, réelle, qui est un pays méditerranéen, ouvert à toutes les cultures, ouvert à toutes les religions, c'est un pays musulman, c'est un fait, 99%, mais c'est un pays qui n'a jamais persécuté les autres religions. أنا نشكر القداسة البابا باسم الجزائريات والجزائريين أنه وضع حد للخرافة تاع المستعمر السابق، لأنه هو خلق الجزائر، والبابا قالها وما جحدهاش، وقالها أمام الملأ أن الجزائر متجدرة في التاريخ إلى القديس أوغسطين وقبل القديس أوغسطين. كانت مملكة نوميديا، كان الحضارات والآثار تاع الحضارات اللي موجودة في الجزائر ماهوش هما اللي خلقوها لنا. أنا نشكر. Voilà, donc le chef de l'État, il y avait deux passages dans ces deux clips qu'on a fait passer. Et juste pour notre ami Gamal Abina et aussi Nazim Taleb, cette visite a permis de lever beaucoup d'équivoques, a déclaré le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune, ce qui a permis de replacer l'Algérie dans sa sphère méditerranéenne, ouvert à toutes les relations. Le pape était très à l'aise, mais aussi il a rappelé le fait historique, histoire de l'Algérie. Le pape Léon XIV a mis fin au mythe de l'ancien colonisateur français, donc selon le chef de l'État. Gamal Abina, je commence cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc ces déclarations du chef de l'État Abdelmadjid Tebboune? Bien sûr, on va revenir sur la question de Christophe Glaise. D'abord, commençons par ces déclarations concernant la visite du pape. Simplement, c'est que c'est un rappel historique, hein, le pape étant un véritable fan de Saint-Augustin, augustinien pour le coup. Le président algérien a rappelé très justement que l'Algérie a toujours été une terre d'accueil, ça on le savait déjà, une terre de mixité culturelle, une terre effectivement ouverte aux autres civilisations, et c'est ce qui a forgé la nôtre d'ailleurs, une terre où effectivement 99% de la population est musulmane ou de tradition musulmane,
et une terre dans laquelle, effectivement, dans un monde musulman qu'on a connu, qui était assez extraordinaire, la tolérance était une valeur qui était privilégiée et qui a garanti 400 ans de paix tout de même. Donc c'est quelque part un rappel historique qui répond à quoi? Qui répond aux offensives de l'extrême droite et de la droite dure française, qui voudraient faire croire de façon caricaturale que l'Algérie serait un pays persécuteur de chrétiens, qu'il y aurait de la chasse aux chrétiens, que les églises seraient fermées d'autorité, qu'il y aurait une forme de dégradation effectivement du culte chrétien qui représente moins de 1% de la population, oubliant par là même que c'est l'État algérien, contrairement à la France, qui garantit l'entretien des cultes, qui garantit l'entretien des églises ou des cathédrales, et qui d'ailleurs, pour ce faire, a fait la réflexion intégrale de toutes les églises algériennes, particulièrement Notre-Dame d'Afrique que j'ai visité, ou encore une fois Santa Cruz du côté de Oran, ou d'autres cathédrales connues, qui entretient de façon très précieuse et précautionneuse les éléments historiques, tous les artefacts et tous les éléments qui constituent effectivement la culture chrétienne en Algérie qui est très ancienne et qui rappelle que le premier penseur réformateur du christianisme chrétien qui était Saint Augustin était un Chaouit de Soukharas et qu'il a effectivement vécu en Algérie un grand moment et qu'il a su, lui, de par sa pensée innovante, réformatrice, réformer le christianisme, le moderniser et le mettre en phase avec la modernité. Ça pour dire qu'effectivement, on a un pays qui est, contrairement aux caricatures véhiculées par l'étranger, est de loin très avancé en matière de tolérance et d'acceptation de l'autre. Très bien. Nazim Taleb. Bon, le tableau n'est pas si rose que ça. Plusieurs ONG déjà en 2000, je crois 2025 d'ailleurs, ou 2015, je ne me rappelle plus, 2025 pardon, avaient pointé du doigt que par exemple toutes les églises protestantes et évangéliques ont été fermées en Algérie. Donc certaines églises, effectivement, notamment catholiques, sont effectivement été restaurées, mais ça c'est plus à mon avis pour faire bonne presse, mais en réalité pas mal d'églises ont été fermées. La persécution en Algérie, elle est existante. Il suffit de voir notamment les incarcérations juste parce que quelqu'un, maintenant, par exemple, n'a pas respecté le jeûne. Donc, je ne vois pas, moi, en quoi c'est une liberté de croire ou de ne pas croire des autres que de mettre quelqu'un en prison parce qu'il a décidé de ne pas jeûner. Donc, encore une fois, pour moi, c'est pas quelque chose le tableau n'est pas si rose que M. Albina le laisse entendre. Après la visite du pape qui est un augustinien, je diffère également avec M. Albina pour dire qu'il est réformateur. C'est pas un réformateur, Saint-Augustin. Saint-Augustin, c'était un pape romain qui a, dans les idées, c'était un peu le ulama qu'on a aujourd'hui, c'est le ulama, les dirigeants, faites ce que Rome vous dit de faire, et alors qu'à la base, l'Algérie, c'était des partisans et des disciples de Donatus. Donc, être réformateur, non, Saint-Augustin il était loin d'être réformateur. Bien au contraire, il a accompagné les Romains pour l'exécution de pas mal des gens qui ne voulaient pas de la colonisation romaine. Il a ancré la Trinité alors qu'en Algérie, la Trinité n'existait pas, ce concept n'existait pas avec Donatus. Donc bon, bref, ça c'est à la limite, c'est des éléments d'histoire, c'est pas très important. Mais en tout cas, la visite du pape, c'est vrai que c'était un point positif pour l'Algérie, dans le sens où ça a donné quand même une visibilité de l'Algérie au niveau international, même si bien sûr ça reste une façade, on connaît très bien ce régime, comment il a utilisé cette visite. Et d'ailleurs, même le pape, dans son discours, il a quand même courageusement inviter le régime algérien à respecter les libertés, à respecter l'opposition. Et toute opposition n'est pas forcément malsaine, bien au contraire, ça permet d'évoluer. Il a beaucoup insisté sur le côté humain de la chose. Donc bon, voilà, donc même je crois que le pape, il a quand même saisi cette occasion pour faire un appel du pied à ce régime qui voulait, d'ailleurs il a supprimé ces passages qui faisait justement
honneur à la partie de l'opposition, de la liberté de culte, de la liberté d'expression, de la jeunesse. Il a aussi parlé de la jeunesse et du rôle de la jeunesse. Donc ça, malheureusement, le régime l'a bien supprimé dans ses discours et a juste à laisser, bien entendu, les festivités et les visites du pape en Algérie. Nazim, sur la question par exemple historique, j'aimerais avoir votre avis très rapidement parce qu'il y a beaucoup de questions. Le pape Léon XIV a mis fin au mythe de l'ancien colonisateur français, donc a déclaré Abdelmadjid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ces déclarations? Ben ça, c'est le complexe du colonisé. C'est au fait, malheureusement, on intègre qu'on doit se justifier par rapport aux allégations des Français, tout simplement. On n'a pas, je ne crois absolument pas qu'on doit répondre à ces allégations parce que l'Algérie, elle n'a pas besoin, encore une fois, l'histoire le prouve, l'archéologie le prouve, l'histoire humaine d'une manière générale le prouve, que l'Algérie, alors peut-être pas dans ses frontières actuelles, peut-être pas dans son nom actuel, a existé tout au long des siècles, mais je vous invite à me donner un seul État dont les frontières ou même la dénomination existent depuis des millénaires. Je dirais même plus, l'être humain, si on croit à la théorie de l'évolution, qui est quand même partiellement très vraie, l'être humain a commencé je dirais, il est né en Afrique, il a peuplé l'Afrique, il a peuplé le Nord-Afrique, il s'est déplacé vers l'Arabie pour atteindre l'Inde et après l'Europe. Donc, s'il y a de l'ancienneté, elle est bien africaine et algérienne plutôt que française. On peut dire la même chose des Français. Les Français, c'est quoi? C'est une tribu germanique qui s'appelle les Francs. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Allemagne va dire que la France est une création germanique? Est-ce que, par exemple, les Anglais, qui sont une tribu allemande, qui ont occupé l'Angleterre, est-ce que les Allemands vont dire les Anglais, c'est une création allemande? Donc, tout ça, au fait, c'est ridicule. Encore une fois, il ne faut pas tomber dans le populisme pour dire que la cartographie algérienne existait avant la France. Certes, elle n'existait pas, mais la notion, les tribus qui composaient cet espace-là, ils sont connus. Et pour preuve, avant même la colonisation française, il y a eu à peu près, je crois, 500 ans d'ambassadeurs, de consuls plutôt, on les appelle plutôt des consuls, le consul des Francs en Algérie et vice-versa. Donc s'il y avait, l'Algérie n'existait pas, pourquoi il y aurait des consuls, par exemple, ou des relations commerciales, ou des dettes entre États, dues, par exemple, à la fourniture de blé à la France pendant la campagne napoléonienne par l'Algérie, et ainsi de suite. Donc, encore une fois, on rentre, je crois, dans ce récit occidental condescendant. Et si on l'entend, on a l'impression qu'avant eux, rien n'existait. Très bien. Voilà. Restez avec nous, Nazim. Bien sûr, on va revenir sur une autre question, bien sûr, qui a été posée au chef de l'État et celle, bien sûr, des Émirats arabes unis, donc, qui ont pris la décision de quitter ou de sortir de l'OPEP, l'OPEP+. On va écouter la réponse du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. قراءة وموقف الجزائر من هذا القرار نتاع الإمارات. لا حدث. في الدول العربية الركيزة الأساسية في الأوباب سي المملكة العربية السعودية الشقيقة، سي صار ركيزة. وما نزيدش نقول حاجة أخرى لأن انتهى الخطاب وطوي الكتاب معهم. فيني. شامي والبغدادي بغدادي. ما هو Voilà. Gamal Abina, qu'est-ce que vous en pensez la réponse donc du chef de l'État concernant la question du retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP, OPEP+, fin du discours, le livre est fermé, Chami Bardadi, donc il a déclaré Abdelmadjid Tebboune. Pour lui, donc, ce n'est pas un événement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est, on peut dire, c'est diplomatique, sa réponse concernant, on peut avoir des soucis, on peut avoir des problèmes avec les Émirats arabes unis, mais est-ce que vous trouvez que la réponse du chef de l'État était une réponse diplomatique?
J'aimerais bien vous répondre, mais je vais quand même prendre quelques points rapides de ce qui était dit avant, parce que j'ai entendu tellement de délire que c'était impressionnant. D'abord, la théorie de l'évolution, c'est pas la théorie de la migration. Ça n'a rien à voir, vous confondez, mais c'est pas grave. Ensuite, oui, les évangélistes qui sont très offensifs dans le monde, c'est une posture d'évangélisation quasiment forcée qui est interdite dans le monde entier. Je rappelle qu'en France, il y a des lois contre le prosélytisme, le fait de répandre de façon agressive, comme le font très bien les évangélistes, la religion, et on le voit en France, par exemple, où ils attaquent beaucoup les communautés berbères, dans l'espoir de les convertir à leur dogme qui est américain, je rappelle, et très radical. Donc, c'est pas nos amis. Donc il est logique que les pays se prémunissent contre cela parce que le prosélytisme est quelque chose de quand même très ancré chez eux. Ensuite, que ces églises évangélistes soient fermées, je rappelle qu'il n'y a pas de tradition évangéliste en Afrique du Nord, comme ça, ce qui n'est pas le problème avec le catholicisme qui était présent. Ensuite, de dire que Saint Augustin n'est pas un penseur, je rappelle que c'est un réformateur parce qu'il a su, c'est la pensée de Saint Augustin, c'est un philosophe, il a su réconcilier la passion et la raison. C'est ça la réforme. C'est pas le fait de consacrer la Trinité, ça n'a aucune importance. Ça. Ce qui compte le plus important, c'est qu'il était capable de dire aux Occidentaux, aux Romains, aux catholiques romains, puisqu'il est de cette obédience, qu'il fallait résoudre la question de se dire est-ce que ce qui est presque magique, ce qui est donc de l'ordre du spirituel, peut-il composer avec le temporel, avec le scientifique, avec la modernité? Et il a répondu oui. C'est ça qui fait de lui un réformateur, et ça, si vous êtes passé à côté, c'est dommage, il faut le lire un petit peu. Ensuite, concernant le fait qu'il y aurait une réponse très rapidement, parce que je ne vais pas m'éterniser là-dessus, qui serait une sorte de complexe colonisé parce que le président, bien au contraire, méprise ces postures coloniales qui prétendent effectivement qu'on ne serait pas issu d'une civilisation et tout. Moi, je dis qu'on est issu d'une civilisation qui a au moins 1400 ans sur le plan islamique et au-delà encore avec la Numidie, et qu'on a rien à prouver à des gens, mais il faut leur répondre. Il ne faut pas laisser passer quand des demeurés disent que l'Algérie n'existait pas parce que l'État jacobin algérien n'existait pas. Un État, ça n'est pas jacobin. Ça n'est pas républicain. Il y a eu des États avant la République il y a 230 ans, et pour autant, ça reste des États. Donc c'est vrai que de répondre à cela est nécessairement pas parce qu'on est complexé. Je ne suis pas complexé. Moi, je suis plutôt arrogant par rapport à ça. Mais c'est pour mettre une bonne fois pour toutes les pendules à l'heure face à des complexés, parce qu'ils sont complexés de leur État qui se réduit. Je parle de l'Empire colonial, et qu'ils ont une haine au cœur très ancrée. J'ai pu l'expérimenter hier soir à la radio encore récemment sur un débat où j'entends un fou furieux qui dit que l'Occident est en train de régresser, et il a raison. Maintenant, concernant les Émirats Arabes Unis, c'est intéressant. Les Émirats Arabes Unis, moi je considère effectivement, alors quand le président parle comme ça, il a raison, il faut mépriser ce genre de comportement. C'est un comportement de haute trahison d'un État. Je rappelle que l'OPEP a été formé en 60 par 6 États, dont le but était effectivement de réguler la production de pétrole pour pouvoir enfin avoir un peu la main sur ces 169 litres vendus à l'époque à 20 centimes, rappelons-le, puis 2 $. C'était quand même incroyable. 169 litres de pétrole pour rien. Donc cette OPEP a été créée par des pays orientaux et sud-américains, le Venezuela, dans le but effectivement de réguler tout cela, de faire en sorte de mettre des tarifs de production, de cotation, des limitations de production à la vente pour pouvoir faire en sorte que le prix remonte. Ça a été un succès assez phénoménal en 1973 après la guerre des Kippour, et c'était une bonne chose. Ça a été à chaque fois récupéré, comme en 1999 avec l'initiative à l'époque du Venezuela de Hugo Chavez qui a dit aux pays arabes réduisez vos productions parce que vous aurez le pétrole qui va augmenter. Grâce à lui, on est passé de 9 $ à pratiquement 60 $. Ça a monté. Et lorsque ce pays traître, on peut le dire, parce que franchement, les dirigeants, je parle, sont des traîtres, quittent comme ça, du jour au lendemain, sans coup férir, l'OPEP, c'est une façon de mettre un couteau dans le dos. Pourquoi? Parce que l'espoir de ces gens-là, c'est de faire comme les Koweïtiens en 86, de noyer le marché de produits pétroliers, je parle donc de pétrole vendu brut, de faire en sorte qu'il y ait énormément, ils surproduisent, et en surproduisant, eux, ils garantissent leur revenu, il n'y a pas de problème, et ils coulent les pays de l'OPEP, comme en 86 avec le Koweït. Donc, il est normal qu'il y ait une réponse de mépris, moi je le comprends, parce qu'ils ont trahi la cause arabo-musulmane, vous le savez déjà, en signant les accords d'Abraham, parce qu'ils trahissent les pays de l'OPEP, qui étaient là, l'OPEP et l'OPEP+, donc avec la Russie, parce que précisément, ça risque d'avoir un impact négatif pour préserver l'Occident, c'est pour ça qu'ils le font. Et surtout parce que ce pays-là est hostile. Rappelons quand même le rôle néfaste de ce pays, qui depuis qu'il a fait ses tours, est sorti des frontières. Il soutient la FSR au Soudan, c'est catastrophique, il y a une guerre civile. Il soutient au Mali un chef d'une junte militaire qui est en train de développer une guerre civile qui aurait pu être évitée. Il soutient effectivement, il a attaqué le Yémen, rappelons-le quand même, pour faire une partition.
il soutient tout un tas d'organisations comme celle-là qui posent problème, simplement parce que ces dirigeants ont des ambitions politiques, parce qu'ils ne se suffisent pas à l'économique. Donc il est normal que l'Algérie, qui considère effectivement, même en Libye, hein, il soutient Haftar, qui est quand même très hostile à l'Algérie, il est normal que la réponse soit celle-là, et moi je pense que c'est une réponse qui est quand même assez douce, et je pense effectivement que maintenant, quand on a un adversaire comme ça, un ennemi déclaré quasiment, eh bien il faut le mépriser. Donc la réponse est méprisante, elle était nécessaire, et ça me paraît parfaitement normal. Très bien. Nazim Taleb, qu'est-ce que vous en pensez? Tebboune a qualifié donc cet événement de non-événement, la Hadath, ajoutant que le pilier essentiel des pays arabes, donc au sein de l'OPEP et l'OPEP plus le royaume frère d'Arabie Saoudite, il a conclu son intervention par la formule fin du discours, le livre est fermé. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je fais une parenthèse parce que Nazim Taleb? M. Adina, apparemment, il écoute mais il n'entend pas, mais il invite les autres à lire, mais apparemment il lit mais il ne comprend pas. J'ai jamais dit que Saint-Augustin n'était pas un penseur, j'ai dit qu'il n'était pas réformateur, premièrement. Donc vous m'attribuez que j'ai dit penseur, j'ai jamais dit qu'il n'était pas penseur, j'ai dit qu'il n'était pas réformateur. Et quand vous dites que la Trinité c'était un détail, je crois que vous devriez lire, mais plutôt avec attention, parce que la notion de Trinité a changé énormément de choses, notamment le mot chrétien. Seconde chose, quand vous dites que l'évolution ou la théorie de l'évolution n'a rien à voir avec la migration, ben si on croit qu'on est en descendant du singe, ben, toute la théorie de la migration des singes, du moins le Néandertal, vers d'autres continents, c'est ce concept-là qu'on descend du singe, et l'évolution du singe a fait qu'on a évolué vers l'être humain pour migrer un petit peu partout dans le monde. Donc il y a une relation très, très étroite. Donc ça, c'était entre parenthèses, et donc j'invite M. Adina à parler avec plus de respect et moins de condescendance, parce qu'il n'est pas le seul à lire, et il n'est pas le seul à avoir des discussions, et même si on a des divergences, on peut se respecter mutuellement, et dans la contradiction, il n'y a pas de souci. Alors, concernant la réponse de M. Tebboune, encore une fois, au-delà de ce que l'Émirat a fait, hein, l'Émirat, pour moi, effectivement, c'est un État, comment dirais-je, pour mesurer mes mots, c'est un État qui a causé énormément de tort avec cet argent qui vient du pétrole à d'autres pays. Ça, c'est une évidence. C'est un pays qui a financé des contre-révolutions en Égypte, en Libye, en Tunisie. Il a créé des ravages en Yémen, au Soudan, en Syrie également. Donc, mais il ne faut pas oublier que le régime algérien, pendant que Tebboune était ministre, avait des liens étroits avec les Émirats arabes unis. D'ailleurs, Bourga'a, pourquoi il est rentré en prison? Parce qu'il a demandé pourquoi Gaïd Salah s'est rendu à trois reprises en Arabie Saoudite, en Émirats, pendant cette période-là. Donc, M. Tebboune, il était où? Pourquoi il n'a pas démissionné pour justement dénoncer les relations qui étaient limite incestueuses avec cet État-là? Pourquoi M. Tebboune, à cette époque-là, n'a pas dénoncé la présence de Cheikh, je ne sais pas, qui avait résidence dans un hôtel prestigieux à Alger où il distribuait de l'argent, même pas de l'argent, il distribuait des lingots d'or par l'aveu même de Ouyahia. Et Ouyahia, c'était quand même le Premier ministre, et Tebboune faisait partie de son gouvernement. Et je rappelle aux téléspectateurs que M. Tebboune avait dit à la télévision, Uqsimu billah, que je vais appliquer le programme de Bouteflika à la lettre. Ce même Tebboune qui aujourd'hui nous fait croire que je ne sais pas, qu'il a toujours été résistant, qu'il a toujours été opposant, alors qu'il est fonctionnaire depuis 1968. Que c'est un président, regardez son niveau. La réponse, encore une fois, même si on ne prend pas en compte ce qu'a fait l'Émirat sans on ne qualifie pas ou on ne tient pas des propos comme il l'a tenu quand on est président de la République. C'est indigne d'un président de parler comme ça. Indigne. Pour moi, c'est
la rue, ça c'est à la limite, mais pas d'un président. Un président doit tenir des propos respectueux, des propos fermes, certes, mais respectueux. On ne s'exprime pas comme ça, mais malheureusement c'est ça, Monsieur Tebboune. C'est des phrases qui ne sont pas complètes, des raisonnements qui sont complètement fantaisistes, des affirmations complètement fallacieuses, des chiffres qui sont complètement stratosphériques, on ne sait même pas d'où est-ce qu'il les tient. Et à l'entendre, on a l'impression que l'Algérie, c'est une des plus grandes puissances au monde. Non, les Émirats, il faut effectivement qualifier son exit de l'OPEC en termes politiques, en termes stratégiques, en termes économiques, mais rester dans les règles des bonnes manières, tout simplement. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. On aimerait bien revenir un peu sur, bien sûr, la situation à l'intérieur du pays. Et on va parler aussi de la justice, puisque le chef de l'État a répondu donc à cette question. Lui qui a donc, dans sa réponse, a qualifié la justice algérienne d'indépendante. On l'écoute. سؤال سيادة الرئيس حول الحريات. بعض الناشطين ينتقدون الحكومة بأنها تضيق على بعض المثقفين والمفكرين وتقدمهم إلى المحاكمات ولإعطاء الانطباع بعدم وجود حرية إلى آخره. كيف تردون على هذه الانتقادات؟ والله رديت مرارا وتكرارا على هذه الانتقادات. أولا شيء نادر. ثانيا الإنسان اللي يرتكب أمور اللي فصل فيها الدستور وفصل فيها القانون وتجي تتحدى أنت مجتمع كامل تدفع الثمن. العدالة حرة. سؤال سيادة الرئيس حول الحريات. بعض الناشطين ينتقدون الحكومة بأنها تضيق على بعض المثقفين والمفكرين. Voilà, Tebboune était très clair. La justice algérienne est une justice indépendante, mais aussi, on va l'écouter dans ce passage où il dit clairement que chacun a donc le droit de s'exprimer tant qu'il s'agit de son opinion et il est protégé par la loi. Malgré ça, il y a des voix qui s'élèvent, ils disent, ils trouvent que la justice algérienne, disons, un peu répressive. أنا نشوف دوت جوستيس ترفض الأعلام نتاع فلسطين يحكموا عليك بالسجن ودول تدعي أنها القدوة في الديمقراطية. دير ان تويت كيف تخلص. لاعب كرة دولي يحل القميص تاعو باش شفت صورة وقفوه والعدالة والسيرسي وكذا وكذا. لا الجستيس الجيريان بالنسبة للأسس تاع المجتمع أحسن الإنسان ما يقربش. ما تبقى الجيش كان يدي السيرسي كان يدي أقل شيء لأن توجور فرشات dans le code pénal ou le code procédure pénale. لا ترقوا بأيديكم التهلكة. ما تجيش تتحدى أنت مجتمع كامل، ما نقولش دولة كاملة، مجتمع كامل بعدالته بكذا بكذا وتتحدى وتقول تضييق. متهمين وراء البحر تهمينا بالتضييق، هما لم يقولوا هذا الكلام هذا. Voilà, donc Majid Tebboune parle bien sûr, dit que les voix qui sont à l'étranger nous accusent comme quoi il y a des dépassements en termes de liberté en Algérie et la question aussi des droits de l'homme. Et là, bien sûr, on va écouter dans ce passage où vous allez voir la famille du journaliste français Christophe Glaise qui ont fait ces déclarations. Nous avons pris une décision, la famille, que Christophe puisse retirer son pourvoi en cassation. Et donc, il s'en remet totalement à la clémence du président Tebboune. C'est un acte très fort, symbolique, et vraiment, on apprécie que le président Tebboune puisse réaliser
que il faut maintenant la grâce pour Christophe. Il est fort et il nous oblige à être combatifs pour lui. Donc ça, c'est très important. C'est toujours un très grand bonheur de le découvrir, mais après, c'est une immense déchirure de le quitter. Et puis, dernièrement, il y a eu aussi la visite, on a eu des nouvelles par Ségolène Royal, qui est allée le voir le 1er mai, et qui l'a trouvé aussi également en forme, et ils ont parlé d'introspection de Saint-Augustin. Sur ces conditions de détention dans cette prison, il a changé de prison. Avant, il était dans la prison de Tizi Ouzou, maintenant dans celle de Koléa. Vous me racontiez en préparant cet entretien que il y a toujours cette vitre entre vous. Vous ne pouvez pas le serrer dans vos bras, et on sait à quel point ça peut être douloureux. Vous lui apportez des livres, c'est ça, Francis ? Tout à fait. Donc, vous avez raison de souligner le fait que pour nous, c'est quand même quelque chose d'assez douloureux d'avoir à lui parler dans un combiné et de le voir à distance dans une salle assez bruyante, d'autant plus que nous n'avons aucun autre moyen de communiquer avec lui. On ne peut pas, quand on lui écrit, on ne sait pas si les lettres sont remises, il ne peut pas nous écrire, on ne peut pas se téléphoner, donc ce qui fait qu'effectivement ceci est un point pour nous assez douloureux. Ceci dit, ce qu'on remarque, c'est que lorsque nous sortons de la visite avec Christophe, on parle beaucoup avec les autres familles de détenus, et ce qui est extraordinaire, c'est la solidarité qu'elle nous manifeste pour la libération de Christ. Voilà, donc les parents du journaliste français Christophe Glaise, dans ce clip qu'on vient juste de vous montrer. Rappelons donc le post qui a été posté par Ségolène Royal, la présidente de l'association France-Algérie. Nos amis de la régie, si c'est possible, donc soutien à Christophe Glaise. Voilà, vous êtes en train de voir le post de Ségolène Royal sur Facebook. Soutien à Christophe Glaise grâce à l'accord du président de lui rendre visite lors du colloque sur Saint-Augustin et de lui apporter des livres en lien avec ses formidables parents Sylvie et Francis, auxquels je souhaite de tout mon cœur que la demande de grâce soit entendue. Voilà. Et bien sûr, ces derniers jours, il y a quelques jours, c'était la journée donc internationale de la liberté de la presse. Et il y avait aussi des journalistes algériens qui sont en prison. On va rappeler la situation du journaliste Hassan Bourras, qui avait envoyé une lettre. C'était donc à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Et cette lettre a été publiée par sa sœur, Zohra Awras Bourras. Et je le cite. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, 3 mai 2026, demain donc, la veille, vous célébrez la Journée mondiale de la liberté de la presse. Moi, je vous écris depuis une cellule surpeuplée. Je suis Hassan Bourras, journaliste et défenseur des droits humains. Je suis détenu arbitrairement depuis le 13 avril 2026. J'ai été arrêté devant mon domicile par des policiers en civil. Mon foyer a été perquisitionné, ma famille a été terrorisée. Ça, c'était la lettre donc du journaliste et militant des droits de l'homme Hassan Bourras, qui est en prison donc en Algérie. Gamal Abina, comment vous avez trouvé donc les déclarations des parents de Christophe Glaise, le journaliste, qu'on peut comprendre? Bien sûr qu'on ne peut pas mettre en prison un journaliste, on peut peut-être, parce qu'il n'avait pas le visa qu'il fallait, et ça peut comprendre qu'il va être peut-être reconduit à la frontière et expulsé de l'Algérie, mais pas jeté en prison. Mais cette justice algérienne, les Algériens n'arrivent plus à comprendre comment elle fonctionne. On avait parlé, on a fait beaucoup d'émissions concernant la situation de Boualem Sansal. Il a été gracié à la fin. Est-ce qu'on est dans le même scénario quand il s'agit de Christophe Glaise, Gamal Abina? Vous savez, Christophe Glaise est sorti du chapeau récemment après l'affaire Sansal parce que la droite française et l'extrême droite se sont ligués pour essayer de trouver toujours des angles d'approche et d'attaque
contre l'Algérie. Je rappelle qu'en France, il y a un journaliste d'origine iranienne qu'on a inquiété, qui a été poursuivi. Ça fait 1 an et demi qu'il ne peut pas faire son travail, qui a été perquisitionné violemment chez lui pour les questions palestiniennes. Je rappelle que ça existe partout dans le monde, malheureusement, dès qu'il y a une question politique. Et je rappelle que Christophe Guez est rentré, alors c'est pas aussi anodin que ça. La problématique qu'il a commis comme erreur, c'est de rentrer avec un visa de tourisme alors qu'il a voulu faire le journaliste en Algérie, ce qui est déjà problématique, qui va en Kabylie et qui va commencer à parler d'une organisation classée comme terroriste en Algérie, alors que ce n'est pas du tout l'objet de son voyage. Donc d'abord, l'objet de son voyage, c'est le tourisme, ça ne correspond pas. Ensuite, il va pour parler à un entraîneur de sport et il parle de politique. Donc tout ça, ces éléments-là n'ont pas été favorables. Il y a eu des enquêtes, évidemment, une condamnation à la suite de ça. Je ne sais pas ce qu'il en pense lui, ça n'a pas été entendu, mais ce qui est certain, c'est que moi, ça me fait rire, parce que de toute façon, la France n'est pas bien placée pour en parler. Je prends un exemple très concret. Là, actuellement, est retenu dans les prisons françaises un membre du personnel diplomatique algérien, parce qu'on a juste réussi à voir que son téléphone était borné à côté d'un lieu d'un type qui se prêtait opposant, donc Amir DZ, politique, donc c'est un influenceur, c'est pas un opposant politique, il n'a pas de parti, il n'a pas de position. Et donc, parce qu'il était juste à côté, on dit, bah, ce gars-là était dans un coup fourré, il a peut-être fait une barbouzerie, donc on va l'interpeller et on le met en prison. Alors d'abord, ça ne répond pas aux règles internationales, parce qu'ils ont quand même signé des conventions, je rappelle à Vienne, qui interdit de toucher au personnel diplomatique. Puis ensuite, surtout, c'est de la préventive. Donc c'est dégoûtant. On ne met pas un homme en prison quand il n'y a pas une condamnation. À la limite, ils auraient pu le mettre sous contrôle judiciaire, avec un bracelet électronique. Mais ils ne l'ont pas fait. Donc c'est un bras de fer qui a été mis en place par Retailleau, on le sait déjà, par l'extrême droite, par toute la droite française la plus radicale. Et on ne peut pas donner de leçons à un pays qui va utiliser des méthodes qui vont peut-être gêner certains, parce qu'effectivement, il y a une affaire liée au terrorisme et tout. On connaît la musique, comme en France, avec ses fameuses lois contre l'apologie du terrorisme. Puis donner des leçons alors qu'on ne fait pas mieux de son côté. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut être très vigilant par rapport à ça. Il faut éviter de tomber dans l'écueil de dire « Ah, l'Algérie, c'est pas bon, en France, c'est mieux », c'est pas vrai. Et il faut éviter de penser que c'est aussi simple que ça. Alors, je ne vais pas accuser Christophe Guez, que je ne connais pas, par un dossier que je ne connais pas, que personne ne connaît, on n'est pas au tribunal. Mais je rappelle tout de même que rien n'interdit de penser. Alors je le dis, maintenant je fais un peu dans le fantasme. On a connu une époque, par exemple, où dans un jeu connu de tous, la chasse au trésor, un homme va être retrouvé mort au fleuve Congo, au Zaïre. Laurent, comment il s'appelle, de Dieu le veut, voilà, Philippe de Dieu le veut, pour être très précis. Et on se rendra compte par la suite, ça fait un scandale au départ. Il était très sympathique, souriant. On va se rendre compte par la suite que c'était un agent de la DST. Donc il faut faire très attention à ça. Ça ne veut pas dire que Blaise en est, mais ça veut dire que l'Algérie, si elle s'interroge, elle est fondée à le faire, parce qu'effectivement, le fait de venir pour un faux motif, aller voir un homme qui fait du sport et parler de questions politiques, ça interroge tout de même. Donc maintenant, est-ce qu'il mérite la prison? C'est autre chose, je ne rentre pas là-dedans. Mais l'enjeu a été amplifié par la droite française et l'extrême droite pour créer de la tension. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ces tensions-là, il ne serait pas resté en prison, j'en suis persuadé. Donc faire très attention. Mais le fait aussi, Gamal Abina, très rapidement, le fait que Christophe Guez donc retire son pourvoi en cassation, et on a entendu donc ses parents, ce qui ouvre la voie bien sûr à une grâce présidentielle, et là bien sûr beaucoup de... Potentiel. Qui ouvre potentiellement, c'est pas une certitude. Voilà, mais ça a été déclaré en tous les cas par Ségolène Royal dans son poste, qui était très clair, et par ses parents. Mais est-ce que pour vous, il y a un problème, et là bien sûr, par rapport à notre justice, à notre système judiciaire, si Boualem Sansal a été gracié après toutes ces déclarations, alors qu'on lui a, bien sûr, qui a été qualifié par Abdelmajid Tebboune d'imposteur, et des déclarations très graves sur l'histoire de l'Algérie même et sur l'intégrité de son territoire. Il a été gracié à la fin, et peut-être même Christophe Guez va être gracié. Là, bien sûr, se pose la question de notre système judiciaire, Gamal Abina. Est-ce que nous sommes souverains? Est-ce qu'il y a un système judiciaire en Algérie? Est-ce qu'il y a un système judiciaire à deux vitesses? Celui ceux qui ont la nationalité étrangère, et peut-être il y a des pressions des pays étrangers contre l'Algérie, donc arrivent à avoir une certaine justice, et des Algériens, malheureusement. Je vous ai donc lu la lettre du journaliste algérien Hassan Bourras, qui est toujours en prison. Qu'est-ce que vous en pensez?
Journaliste et militant, parce que j'ai compris, il est aussi militant, il n'est pas seulement journaliste. Hein. S'il s'occupe des droits de l'homme, c'est qu'il a une militance. Donc je ne connais pas son dossier, j'en parle pas, parce que je ne parle pas de choses que je ne connais pas. Si je connaissais, je pourrais en parler. Maintenant, la question de la grâce. Je rappelle tout de même que tous les ans, le président de la République, le 5 juillet, fait une grâce généralisée de beaucoup de prisonniers. Donc ce n'est pas un truc exceptionnel, qu'on observe en France aussi le 14 juillet. C'est une prérogative présidentielle qui est parfaitement établie dans toutes les démocraties. Mais aucun militant politique, rappelons que la justice, Gamal Abina, pardon, je vous ai coupé la parole. Christophe Glaise a été accusé de terrorisme. C'est plutôt d'avoir été en lien avec une organisation qui veut le terrorisme. Ce n'est pas directement terrorisme. Je rappelle tout de même, parce que c'est bien de dire, on a l'impression que l'Algérie, parce qu'il y a des pressions, fait. Non, c'est pas vrai. Sansal, qui fait n'importe quoi, prend 1 an de prison quand même. Il a fait 20% de sa peine, sera libéré parce que le chef d'État allemand a la courtoisie de demander poliment aux Algériens, faites un bon geste, le président, en son bon cœur, accepte de le faire libérer parce que le chef d'État allemand lui demande. C'est pas parce qu'il est méchant ou quoi que ce soit. Je rappelle, avant cela, qu'on avait quand même un homme que vous connaissez, qui n'est plus français, qui a jeté sa carte de nationalité française, qui s'appelle Rachid Nekaz, qui a quand même fait une apologie, enfin qui a fait un appel littéralement à prendre les armes, qui a pris 12 mois de prison, si je ne me trompe pas, et le président, à la faveur d'un état de santé dégradé, a eu la bonté de le libérer. C'est une grâce aussi. Là, il n'y a pas de Français, rien, il est tout seul. Donc ça arrive régulièrement. Je rappelle que Jacques Chirac, dans l'affaire Omar Haddad, finira par accorder effectivement une grâce présidentielle alors qu'il était injustement condamné. Il n'y a pas de révision du procès, mais Jacques Chirac sent bien que cette affaire sent mauvais sur l'affaire Guylaine Marchal, finira par accorder une grâce présidentielle à M. Omar Haddad, parce que précisément, Jacques Vergès, qu'il défendait, disait que c'est une nouvelle injustice qui vaut celle évidemment du capitaine Dreyfus. Donc tout cela existe dans les États, tous les États font cela, et ce qui se passe, c'est que Glaise, quand vous dites qu'il peut être libéré par grâce, oui, c'est possible, bon, ça ne m'étonnerait pas, mais il a quand même fait 2 ans de prison. Donc, on ne peut pas dire que ce soit sous pression. Au contraire, la pression a augmenté le risque qu'il reste en prison. Parce que s'il n'avait pas eu cette pression, je suis persuadé que le président l'aurait gracié plus tôt. Ensuite, il le fait pour beaucoup de prisonniers. Je ne peux pas vous laisser dire que ce n'est pas vrai. Je rappelle encore une fois que Rachid Nekaz a bénéficié de ça. Donc, il faut être très vigilant avec ça. Il y a des rapports d'État-État qui existent. Il y a aussi l'humain qui existe. Et puis, il y a simplement le fait qu'un président, dans un élan de bonté, est capable de faire ce genre de geste. Et il faut rendre grâce au président quand il le fait. Très bien. Nazim Taleb. Attirer l'attention sur quelques points, mais le point le plus frappant, c'est que quand vous êtes français, le traitement n'est pas du tout le même. Vous avez le droit à des selfies avec un homme politique qui vient de France, qui vous rend visite. Il a l'air de bien manger, comme d'ailleurs Bolem Sensla, il a pris un peu de poids. Par contre, quand vous êtes cette algérien... Nazim, pardon, je vais vous couper la parole, Nazim. Cette question a été soulevée et ça a fait le buzz un peu sur les réseaux sociaux. Comment Ségolène Royal, donc, qui a pris la photo de Ségolène Royal avec Christophe Glaise en prison? Non, mais déjà, c'est qui lui a donné l'autorisation de visiter? Parce que généralement, les visites se font soit par la famille très proche, soit par les avocats. Donc, il y a dû y avoir une décision judiciaire. En absence de décision judiciaire, c'est le téléphone qui a fonctionné. Et donc, comme il n'y a pas de décision judiciaire, c'est le téléphone qui a fonctionné. Et donc, voilà, ça vous donne une idée du système algérien. Tout fonctionne par téléphone. Parce que ce n'est ni un proche, il n'est pas militant du PS, jusqu'à ce que je preuve du contraire, il n'est pas membre de l'association France-Algérie. À quel titre elle lui rend visite? Par contre, le journaliste M. Blam, Boras, qui a été à de nombreuses occasions mis en prison. 3 procès cette semaine, Abdelkrim Zrilich. Zrilich, comme j'ai dit, Blam. Il y a énormément de journalistes qui sont en prison, même des journalistes que moi je regrette en tout cas de les avoir vus lors de la cérémonie célébrant la journée de la presse qui a été faite par le régime. Et j'ai vraiment beaucoup regretté la présence de Saad Bouakba, de Mohamed Moulouj, par exemple, de Drarni. C'est-à-dire que finalement, ce régime-là, il les a mis en prison pour finalement se réunir autour d'une table avec le gourou. C'est malheureux. Moi, je trouve que j'avais beaucoup de respect pour M. Saad Bouakba, mais franchement, l'avoir vu lors de cette cérémonie m'a énormément touché et
Et mon estime a pris un coup, sincèrement. Donc, pour revenir, M. Blam n'a pas le droit à un selfie. Bourras non plus. Bouhjar, qui est les anciens du fils, qui n'a pas été libéré contrairement aux autres, ben, il n'a pas eu le droit non plus à la visite d'un homme politique. Par contre, quand on a les yeux bleus, qu'on s'appelle Christophe, Francis, Bertrand, et qu'on a la visite d'un homme politique français, là, les portes s'ouvrent. Et donc, là, ils viennent après nous dire si Eda, on est fier de ce qu'on est, on s'affirme dans notre identité, dans notre religion, mais on voit bien que sous pression des puissances étrangères, bah, le traitement n'est pas du tout le même. Donc, Boualem Sensal, dont le président, je rappelle quand même, qui disait Oud al-Haram, qui a porté atteinte à l'unité nationale, puisqu'il n'a pas reconnu les frontières de l'Algérie telles qu'elles sont aujourd'hui. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire, comparé à Christophe Glaise, ce n'est rien. Et il a été libéré. Et d'autres, Nasser, depuis les années 90, qui sont toujours en prison, sous de fausses accusations de terrorisme. D'ailleurs, Christophe Glaise a été accusé pour apologie du terrorisme. Monsieur Abina, apparemment, lui trouve des excuses. Mais quelles excuses on peut trouver quand on n'a pas d'éléments? Et même s'il est rentré en contact avec le MAC, même si c'est vrai, ça mérite 7 ans de prison, à la limite une expulsion. Il ne revient plus en Algérie. Le MAC déjà à la base, mais son existence en Algérie, elle est vraiment marginale. Est-ce que le MAC vraiment constitue un danger réel pour l'Algérie, tel que dans sa forme actuelle? C'est un parti complètement, une organisation très marginale qui n'a pratiquement aucun point en Algérie. C'est une pièce qu'on utilise notamment en France, en Israël, etc., ou même l'Arabie Saoudite, maintenant les Émirats aussi, qui utilisent le MAC. Est-ce que vous pensez, Nazim Taleb, que Christophe Glaise sera gracié comme l'a été Boualem Sansal? Ben, il sera gracié tout bonnement, parce que quand les parents vous disent on a retiré le pourvoi en cassation, ben, ça veut tout dire, Nasser. Il faut quand même pas sortir de Saint-Cyr pour voir que c'est déjà dénoué, que ça va pas passer devant un juge et que la décision elle a été prise de le gracier. Peut-être que je me trompe, hein, mais je ne vois aucune raison de retirer un pourvoi en cassation et s'en remettre à la clémence du président si on n'a pas les assurances qu'il ne va pas être libéré. Donc, est-ce que c'est le 5 juillet? Je ne sais pas, mais c'est sûr que ça va être comme Boualem Sansal, et comme tout le monde le savait, Boualem Sansal, tout le monde, en tout cas ceux qui connaissent ce régime-là, savaient qu'il allait le libérer sous la pression du lobby sioniste et la pression de la France. Et Christophe Glaise, c'est la même chose. Et d'ailleurs, on le voit, Nasser, que le régime algérien, petit à petit, descend le pantalon. Vous avez la visite du MEDEF, du patron du MEDEF, pour reprendre les affaires. Est-ce que c'est l'Algérie qui gagne là-dedans? Non, c'est les entreprises françaises. On voit ses positions sur le Sahara. En fait, elle lâche de plus en plus de l'Est, l'Algérie. On a vu qu'elle a cédé sous les pressions pour libérer Boualem Sansal. Apparemment, ben bien sûr, hein, c'est toujours médiatisé, c'est Ségolène Réal, etc. Mais on sait très bien qu'il y a la puissance française derrière pour exiger sa libération. Donc l'Algérie, en plus, elle signe des conventions pour rapatrier les immigrés en Algérie. Donc l'Algérie, depuis des mois, n'arrête pas de donner. Mais qu'est-ce qu'elle reçoit en retour de la France? Cette Algérie, bien sûr avec ces termes de président, hein, ça, ce n'est même pas des paroles dignes d'un président, mais il le dit quand même. Depuis des mois, ils sont en train de lâcher des pièces maîtresses de leur soi-disant politique extérieure et étrangère depuis des années, notamment sur Gaza et le Sahara. Merci Nazim Taleb. Gamal Abina, si vous voulez un petit mot très rapidement.
Oui, rapide. Bon, déjà pour commencer, l'outrance verbale, je pense que Trump donne des leçons à tout le monde, il est d'une vulgarité agressive. Donc je pense que le président est plutôt modéré par rapport à Trump et par rapport à certains autres excités d'Occident. Ensuite, oui, Rima Hassan a été rendre visite l'année dernière à Georges Ibrahim Abdallah, qui n'est pas militant de la France Insoumise. Elle a fait un selfie avec lui dans les conditions que vous connaissez, alors que c'est un prisonnier haute sécurité. Donc ce que vous dites n'est pas valable. Ismaël Boudiekada a pris 1 mois de prison pour apologie de terrorisme. Donc ça existe aussi en France, je le rappelle. Les enjeux ne sont pas les mêmes par rapport à l'Algérie, il faut être très clair. C'est pas de reculer, puisque quand Sansal est libéré et perd sa nationalité, c'est l'Allemagne qui demande. Il n'a pas reculé devant la France. Là, il y a un changement côté français qui a reculé, puisqu'ils ont mis Nunez à la place de Rotaillot, déjà ça recule, tant mieux, pour un modéré face à un excité, et bizarrement ça dénoue la problématique. Ensuite, le fait que l'Algérie puisse travailler avec le MEDEF, comme elle le fait avec d'autres pays occidentaux, c'est pour renforcer le pays. Un pays qui est sérieux, un pays qui est souverain, et un pays qui veut développer ses infrastructures pour devenir une grande puissance, doit effectivement travailler avec d'autres pays. On n'est pas dans la rupture permanente. Et je pense que sur plusieurs questions essentielles, l'Algérie n'a pas reculé. Il faut être un petit peu sérieux. Il y a des choses qui sont des réalités. Aujourd'hui, on a quoi? Si en France, par exemple, quelqu'un parle de faire de la Corse un régime indépendant, il va être poursuivi, il va être mis en prison. C'est déjà arrivé plus d'une fois. On se rappelle l'affaire Erignac, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il faut être très clair sur les questions d'intégrité territoriale. Ce qui est reproché à Glaise est plus grave que ce qui est reproché à Sansal. Sansal, c'est un vieux monsieur qui fraye avec l'extrême droite et qui fait de l'argent. Et d'ailleurs, on voit le résultat. Hein. Aujourd'hui, il crache sur la France, ça fait rigoler quand même. Eh bien, tout ça dit des choses. Moi, je pense que le fait de se débarrasser de poids inutiles comme ça est une bonne chose pour l'Algérie. Pas parce que c'est une pression qu'elle supporte, mais simplement parce qu'elle montre qu'elle est pérenne chez elle. Sans ça, un an de prison, ils s'en sont débarrassés. Il s'est mettre le cas avec Christophe Glaise, ils vont le certainement libérer, je suppose. Il aura fait quand même une peine importante. Mais il faut être très clair sur un point. Il ne faut pas dire que c'est marginal, les manœuvres du MAC, parce que je rappelle que ceux qui les soutiennent sont des États très hostiles, les sionistes évidemment, le Maroc pour partie, la France évidemment. C'est des États qui ont certainement une hostilité. Merci Gamal. Désolé, on a dépassé le temps de l'émission. Merci à vous deux. C'est sûr qu'on va revenir bien sûr sur cette question de Christophe Glaise, du journaliste français. Merci Gamal Abina, membre expert en relations internationales, analyste politique. Et merci à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachid. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Au revoir.